Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec les cours de neurophysiologie. Suite au premier cours Généralité sur les cellules excitables, on va faire la transcription synaptique. Il y a des informations qui vont se répéter. On va se focaliser sur les nouvelles informations. Donc, comme plan, nous avons définition, classification des synapses, étude de la synapse chimique, les neurotransmetteurs et la jonction neuromusculaire. Donc, nous avons tout ça vu dans le cours précédent, la structure de neurones, stoma, nœud de Rongier, cellules de Schwann, de Neville, l'axone, etc. Définition, les synapses représentent une zone de jonction spécialisée située à l'endroit où la terminaison d'un axone entre en contact avec un autre neurone ou un autre type de cellule. Les synapses comportent, nous avons les éléments présynaptiques et généralement composés d'un bouton terminal. L'élément postsynaptique peut être soit dendrite, ce qu'on appelle une synapse axodendritique ou le soma d'un autre neurone axo, axonal, voilà, ou une cellule non neuronale, par exemple le muscle ici. La fonte ou l'espace synaptique, l'espace entre la membrane présynaptique et la membrane postsynaptique. Vocabulaire synaptique, nous avons la transmission électrique ici, nous avons les vésicules synaptiques, membrane présynaptique ici, nous avons la fonte synaptique, nous avons la membrane postsynaptique, et ici les récepteurs, là c'est la transmission électrique, transmission chimique à travers les neurotransmetteurs, et là c'est la terminaison synaptique. Classification des synapses. Nous avons, selon l'élément en contact, nous avons les synapses neuroeffectrices, synapses du système nerveux périphérique entre les axones du système nerveux autonome et les glandes, les muscles lisses, le cœur et la jonction neuromotrice. Les synapses neuronales, synapses du système nerveux central, axodendrétique, comme je parlais tout à l'heure, axodendrétique, axosomatique, axonal ou axodendrétique. Et selon les fonctionnements de synapses, il faut savoir ça, nous avons soit des synapses neuroeffectrices, c'est-à-dire neurones qui sont en contact avec les glandes, les muscles lisses, le cœur et la jonction neuromotrice, ou synapses neuronales entre deux neurones. Nous avons soit axodendrétique, c'est-à-dire le premier présynaptique, c'est bien avec l'accent qui va faire synapse avec une dendrite, ou axosomatique. Tout à l'heure, je me suis trompée, c'est pas axon, on dit axosomatique. Somatique, c'est-à-dire avec l'axone, avec le corps de l'autre neurone. Voilà, axosomatique et axo-axonal. Donc, il y avait les deux, axosomatique et axo-axonal. Et dendrodendritique, c'est-à-dire qui vient avec la dendrite qui va se contacter avec un autre dendrite. Donc, retenez axodendritique, axosomatique, axo-axonal, dendrodendritique. Selon le fonctionnement de la synapse, nous avons les synapses chimiques, électriques, chimiques les plus fréquentes. Électriques, c'est vraiment pas habituel. Selon l'effet postsynaptique, soit nous avons excitatrice, soit inhibitrice. On va exciter la cellule ou inhiber la cellule. Donc là, voici les images présynaptiques, postsynaptiques. Étude de la synapse chimique. Les neurotransmetteurs, c'est une substance synthétisée au niveau de la neurone présynaptique, présente dans les terminaisons présynaptiques, libérée en quantité suffisante dans la fonte synaptique. Libération CA++ dépendante, assez importante, je l'ai dit dans le cours précédent. Fixation sur les récepteurs spécifiques postsynaptiques, qui sont spécifiques, existence des mécanismes d'inactivation. Principe de transmission synaptique chimique. Chaque terminaison synaptique contient des organismes sécrétoires, ce qu'on appelle des vésicules. Nous venons de voir les images, et des zones spécialisées de la membrane qui permettent la fusion vésiculaire avec la membrane plasmique. La libération du neurotransmetteur par les vésicules spécifiques appelées exocytose, c'est-à-dire ils vont libérer le neurotransmetteur exocytose, modifie les propriétés électriques de la cellule cible et induit un nouveau signal. Les signaux cibles possèdent à leur substance des récepteurs, canaux, sur lesquels se lient les neurotransmetteurs, induisant une modification de leur conformation. Cette dernière entraîne l'entrée ou la sortie d'ions dans l'élément postsynaptique, modifiant ainsi un potentiel de membrane. Elle possède également des récepteurs métabotropes, dont l'activation par le neurotransmetteur est responsable du déclenchement d'une cascade métabolique. Donc, je vais vous expliquer avec ces schémas, par exemple. Nous avons ici
les étapes de transmission synaptique et les mondes présynaptiques. Nous avons les pentes Na plus K+, nous avons parlé de potentiel d'action et potentiel de repos et potentiel d'action. Là, c'est la mitochondrie. Nous avons le vésicule où transmettent le neurotransmetteur. Ici, comme neurotransmetteur, nous avons l'acétylcholine. Voilà, l'acétylcholine, nous avons là, c'est des canaux de l'entrée du Ca++, parce que c'est dépendant du Ca++. Synthèse d'acétylcholine grâce à l'enzyme choline. Acétylcholine transférase, stockage de l'acétylcholine, il va être stocké. Là, donc c'est la mitochondrie qui va sécréter l'acétylcholine, qui va être stocké dans les vésicules. Voilà. Dissociation de l'acétylcholine en choline et acide acétique par l'enzyme acétylcholinestérase. Ici, il va être stocké en plutôt pas stocké. Ici, c'est stocké. Ici, il va être divisé en choline, acétylcholine et acide acétique plutôt par l'acétylcholinestérase. Là, c'est l'inverse. C'est la synthèse d'acétylcholine grâce à l'enzyme choline et l'acétylcholine transférase, stockage de l'acétylcholine. Donc, là, il va se dégrader, comme j'ai dit. L'acétylcholine va rentrer dans la synapse post-synaptique, élément post-synaptique, à travers un A+, qui va rentrer au niveau de la cellule. Il y a un flux ionique, là, c'est l'élément post-synaptique. Et voilà, donc il va rentrer, donc il y a un changement d'ion, c'est ce qu'on appelle le flux ionique, pour faire transmettre le flux. Donc en général, c'est ça. Retenez que vous devez retenir de tout ça, que l'acétylcholine synthétisé au niveau de mitochondrie, il est stocké dans les vésicules, il va être libéré, ce qu'on appelle l'exocytose au niveau de la fente synaptique, il va être dissocié. Il va traverser la membrane postsynaptique grâce au changement des ions, il va transmettre le signal chimique, on peut dire, le signal qui est transmis de présynaptique vers l'élément postsynaptique. Les étapes présynaptiques, nous avons l'arrivée de potentiel d'action au niveau de la terminaison pré-S, présynaptique. La dépolarisation, nous avons parlé, c'est quoi la dépolarisation des membranes des terminaisons nerveuses. Ouverture des canaux calciques, voltage dépendant. L'entrée de Ca++ dans les terminaisons présynaptiques, nous venons de voir ça. Voilà, l'entrée de Ca++, donc présynaptique. L'augmentation brutale de la concentration intracellulaire présynaptique de Ca++ entraîne la fusion des membranes des vésicules présynaptiques avec la membrane plasmique de la terminaison axonale. Les vésicules présynaptiques déversent leur contenu dans la fente synaptique. Ce processus s'appelle exocytose, la libération des neurotransmetteurs à petites molécules. Regardez ici. Donc ça, c'est l'exocytose et la libération des contenus. Et les étapes de postsynaptique, nous avons les neurotransmetteurs diffusent dans la fente synaptique et se lient à des milliers de récepteurs spécifiques. Il existe plus de 100 types de récepteurs différents. Regroupés cependant en deux grandes catégories, nous avons les récepteurs canaux et les récepteurs métabotropes, c'est-à-dire métaboliques, métabotropes. Ici, les récepteurs spécifiques. Donc, nous étions ici, métabotropes. La liaison neurotransmetteur-récepteur entraîne un changement de conformation de la protéine et l'ouverture de canaux de la membrane postsynaptique. Les échanges ioniques, nous allons devoir ça Na+, surtout, ainsi générés, modifient l'excitabilité de la membrane, de la cellule cible et modifient le potentiel de membrane postsynaptique dans le sens d'un accroissement de l'excitabilité en dépolarisant la membrane potentiel postsynaptique excitateur ou d'une diminution de l'excitabilité en hyperpolarisant la membrane potentiel postsynaptique inhibiteur de post-neurones. Donc, je vais vous montrer. Là, c'est potentiel postsynaptique excitateur. Tout à l'heure, nous avons parlé dans le cours passé. Quand il y a, normalement, à l'état de repos, nous avons moins 70 microvolts. Il y a une dépolarisation, plus, et ici moins. Quand on a l'entrée de Na+, va faire une dépolarisation. Donc, c'est ce qu'on appelle potentiel provoqué postsynaptique excitateur. Si il y aura, après, pour avoir la dépolarisation, il y aura une sortie de K+. S'il y aura une sortie de K+, importante,
il y aura ce qu'on appelle une hyperpolarisation, ça ne sera pas excitateur, ça sera inhibiteur. J'espère que vous avez compris. Donc, nous étions ici. La liaison neurotransmetteur-récepteur doit ensuite être rapidement interrompue afin de permettre la transmission de nouveaux signaux chimiques en rapport avec l'arrivée de nouveaux potentiels d'action. Le neurotransmetteur peut simplement diffuser hors de la fente synaptique, être dégradé dans la fente synaptique ou être recapté, soit par la cellule présynaptique, soit par des cellules gliales environnantes. Bon, le reste de neurotransmetteur va revenir au présynaptique ou va être capté par des cellules gliales. L'élimination des neurotransmetteurs de la fente synaptique via un des trois modes, soit diffusion, soit dégradation ou recapture, est capitale. Donc, les neurotransmetteurs vont être éliminés soit par diffusion, soit dégradation, ils vont être dégradés, ou recapture est capitale. Recapture par par l'élément présynaptique. Au niveau de la jonction neuromusculaire, par exemple, l'exposition persistante à des fortes concentrations d'acétylcholine conduit en quelques secondes à un processus de désensibilisation au cours duquel, malgré la présence d'acétylcholine, les canaux sensibles aux neurotransmetteurs se ferment. Cet état de désensibilisation peut persister plusieurs secondes après le retrait des neurotransmetteurs. La destruction rapide de l'acétylcholine par l'acétylcholine estérase, nous l'avons vu tout à l'heure, empêche normalement cette désensibilisation, mais si l'acétylcholine estérase est inhibée, par exemple, par des gaz toxiques agissant sur le système nerveux, les récepteurs spécifiques à l'acétylcholine seront inactivés par désensibilisation et la transmission neuromusculaire ne pourra plus s'effectuer normalement. Arrivons aux neurotransmetteurs. Nous avons les neurotransmetteurs à petites molécules, les acides aminés et les amines. Et nous avons les neuropeptides. Nous avons plusieurs types, petites molécules, acides aminés, amines, et les neuropeptides. Donc, les neurotransmetteurs acides aminés, nous avons glutamate, GLU. Nous avons l'acide gamma-aminobutyrique, GABA. Et nous avons glycine. Monoamine, nous avons les neurotransmetteurs excitateurs, les catécholamines, on va les voir en détail, dopamine et noradrénaline et l'adrénaline. Et nous avons la sérotonine aussi, l'histamine, et purine. Pour les neuroprotides, nous avons les peptides opioïdes, endorphine, enképhrine et dynorphine. Et nous avons substance P et substance neuropeptide Y. Voilà, on va y arriver pour donner plus de détails. Donc, nous avons le glutamate. Il s'agit d'une acide aminé excitateur présent dans plus de la moitié des synapses cérébrales. La synthèse du glutamate est réalisée dans les terminaisons présynaptiques à partir de son précurseur, la glutamine. L'acide gamma-aminobutyrique GABA. Le GABA est le neurotransmetteur le plus répandu du système nerveux central, retenez ça. Presque tous les neurones inhibiteurs du système nerveux central utilisent le GABA ou la glycine comme neurotransmetteur. Le GABA est un acide aminé inhibiteur synthétisé à partir du glutamate par l'enzyme décarboxylase de l'acide glutamique. Glycine. La glycine est un acide aminé inhibiteur, donc retenez ça, même ici c'est un inhibiteur, essentiellement actif dans la moelle spinale et le tronc cérébral. Environ la moitié des synapses inhibitrices de la moelle utilisent la glycine. GABA, c'est le plus répandu, retenez ça. Neurotransmetteur monoamine, il s'agit de neurotransmetteurs excitateurs. Donc, retenez inhibiteurs, nous avons les gamma. Glutamate, c'est un excitateur, retenez ça. Mais GABA et glycine sont des inhibiteurs. Les monoamines sont des neurotransmetteurs excitateurs. Nous avons les catécholamines. Toutes les catécholamines ont un dérivé commun, la tyrosine. Destruction par la monoamine oxydase, MAO, et la catéchol O-méthyltransférase OMT. Ces deux enzymes sont la cible de nombreux traitements psychotropes. Là, c'est en plus, c'est une information en plus.
Dopamine. La dopamine est présente dans diverses régions du cerveau, mais est surtout présente dans la substance noire. Vous vous rappelez la substance noire qui joue un rôle important dans la motricité et la neuromodulation. Nous avons substance grise, nous en avons parlé tout à l'heure. Bon, c'est la même chose. Des comportements. La dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire conduit à la maladie de Parkinson. Nous avons vu ça en neurologie. Donc la dopamine, nous avons plusieurs régions dans le cerveau, surtout la substance noire. La dégénérescence des neurones dopaminergiques va nous donner la maladie du Parkinson. Noradrénaline, les principaux neurones noradrénergiques sont situés dans le locus coeruleus, noyau de tronc cérébral. Ces neurones ont un rôle important dans la modulation du sommeil de la veille. Donc retenez, noradrénaline, c'est surtout au niveau de locus coeruleus et noyau du tronc cérébral ont un rôle dans la régulation sommeil veille. Dopamine, surtout la substance noire, c'est la neuromodulation de comportement. Si on a une dégénérescence, c'est la maladie de Parkinson. L'adrénaline, présente dans le cerveau, a des taux plus faibles que les autres catécholamines, surtout au niveau des bulbes, et surtout présente dans les médules cérébrales, qui la libèrent dans la circulation sanguine générale. Nous avons vu ça en endocrinologie pour la suffisance surrénalienne. Arrivons à la sérotonine, ou le 5-hydroxytryptamine, 5-HT, synthétisé à partir d'un acide aminé, le tryptophane, est présente surtout des organes de neurones éparses dans la région du raphet au niveau du pont du tronc cérébral antérieur. Donc sérotonine, c'est tronc cérébral antérieur. L'histamine, synthétisée à partir d'un acide aminé, l'histidine plutôt, est présente à de fortes concentrations dans l'hypothalamus. Histamine, hypothalamus. L'épurine, elle comporte l'ATP, adénosine triphosphate, et ses produits de dégradation, l'AMP et l'adénosine. L'ATP sert de neurotransmetteur excitateur dans le système le système nerveux périphérique, dans la corne dorsale de la moelle et dans un sous-ensemble de neurones hypochondriques. Donc, je ne sais pas si vous devez retenir tout ça, juste à voir ce type de neurotransmetteurs, où se trouve à peu près. La régulation des neurotransmetteurs de groupe des monoamines est perturbée dans divers troubles psychiatriques, et de ce fait, de nombreuses drogues psychotropes affectent un ou plusieurs stades de leur synthèse. En général, les psychotropes se basent sur inhiber ces neurotransmetteurs. Donc, exemple, l'effet thérapeutique des neuroleptiques repose principalement sur leur capacité à bloquer, je disais, les récepteurs cérébraux de la dopamine. Un excès d'action de la dopamine est responsable de certaines formes de troubles psychiatriques. Donc, on bloque la dopamine, les récepteurs de dopamine. Certains antidépresseurs agissent comme inhibiteurs de la monosamine oxydase, MAO, qu'on vient de voir. D'autres comme inhibiteurs plus ou moins sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Le point commun de ces molécules est d'augmenter le taux synaptique de certaines monoamines. Les psychostimulants, comme les amphétamines, stimulent la libération de noradrénaline par les terminaisons nerveuses. Donc, les stimulants, c'est stimulent la libération de noradrénaline par les terminaisons nerveuses. En général, les autres, c'est inhibent les neurotransmetteurs. Les neuropeptides, nous avons les peptides opioïdes, endorphine, exemple alpha-endorphine et bêta-endorphine. Nous avons les encéphalines, leucine encéphaline et la méthionine encéphaline. Donc, je pense que vous devez juste les savoir, ne pas les apprendre par cœur. Nous avons dynorphine. Les récepteurs aux peptides opioïdes sont largement distribués dans tout le cerveau. Les peptides opioïdes participent à la perception de la douleur, le comportement hédonique. Substance P participe à la perception de la douleur, libérée par les fibres C, fibres afférentes des nerfs périphériques sensibles aux stimuli nociceptifs. Sa libération au niveau médulaire peut être inhibée par les peptides opioïdes sécrétés par les interneurones spinaux, ce qui entraîne une stimulation de la sensation de douleur. Les neuropeptides Y participent à la régulation du comportement alimentaire au niveau hypothalamique et au contrôle nociceptif du niveau spinal. Au niveau spinal plutôt. Donc, retenez par exemple substance P, c'est la perception de la douleur. Neuropeptide Y, c'est contrôle nociceptif au niveau spinal. La jonction neuromusculaire, architecture de la jonction neuromusculaire. À son arrivée dans le muscle, l'axone des neurones moteurs de la moelle spinale se divise en plusieurs ramifications. Chacune de ces ramifications innerve une fibre musculaire musculosquelettique.
Bon, nous avons vu ça dans le cours précédent, que nous avons les muscles squelettiques qui sont de contraction volontaire, nous avons les muscles lisses et les muscles cardiaques qui est un automatisme. Donc, c'est le seul muscle strié, on peut dire, à contraction involontaire. La synapse se forme d'une terminaison axonale et la fibre musculaire établit les jonctions neuromusculaires. La membrane postsynaptique nommée plaque motrice, ici ça va changer, on ne va pas parler d'éléments postsynaptiques, c'est la plaque motrice, est organisée en nombreux replis profonds, forme l'appareil sous-neural couteau où sont situés les très nombreux récepteurs de l'acétylcholine. Donc ici, voilà. Et là, c'est la synapse, plaque motrice qu'on appelle plaque motrice. Nous avons les vésicules synaptiques contenant de neuromédiateurs. Nous avons terminaison axonale. Arrivée d'un potentiel d'action ici. La libération exocytose. Libération de neurotransmetteurs qui va être capté par des récepteurs spécifiques. Par la suite, voilà, exocytose des vésicules de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Fixation de l'acétylcholine sur ces récepteurs. Et puis la naissance de potentiel d'action musculaire. Nous avons les récepteurs d'acétylcholine et là, les fibres musculaires, contraction musculaire. Biochimie de la jonction neuromusculaire, les neurotransmetteurs retenus, c'est l'acétylcholine principalement. Ce neurotransmetteur est une amine, nous allons voir ça, présente dans les jonctions neuromusculaires, les synapses des ganglions végétatifs, sympathiques et parasympathiques du système nerveux périphérique, certains synapses centrales. Il participe par exemple à la régulation de la fréquence cardiaque, bradycardie, du fait de sa sécrétion par les nerfs vagues. Le 10, elle a le plus souvent une action excitatrice sur les cellules postsynaptiques. La synthèse, l'acétylcholine est synthétisée dans la terminaison nerveuse des fibres cholinergiques, en grande partie dans l'axoplasme, à partir de l'acétylcoenzyme A et de la choline, réaction catalysée par la choline acétylestérase, acétyltransférase plutôt. Le stockage d'acétylcholine est transféré et stocké à l'intérieur de vésicule, nous venons de dire ça tout à l'heure, et il va être libéré par la suite, fixé sur le récepteur spécifique, inactivation à la différence des autres neurotransmetteurs. À petites molécules, son action postsynaptique n'est pas interrompue par recapture mais par hydrolyse, celle-ci étant réalisée par l'acétylcholinéstérase. Nous venons tout à l'heure de suivre, nous avons dit qu'il va être éliminé soit par diffusion, soit par recapture présynaptique, soit par hydrolyse, par l'acétylcholinéstérase. La choline ainsi libérée est réintégrée, recaptée par la terminaison présynaptique. Donc, je viens de dire ça, si on recapture. Fonctionnement de la jonction neuromusculaire. Lorsque le nerf est stimulé, un potentiel d'action circule le long du nerf jusqu'à les terminaisons nerveuses. La dépolarisation présynaptique provoque l'ouverture brève et rapide du canal CA++ voltage dépendant. Donc, vous voyez, les informations ne seraient pas juste pour que vous reteniez tout ça. L'entre les CA++ extracellulaires dans les terminaisons nerveuses, libération d'acétylcholine, fixation d'acétylcholine, ouverture des canaux NA+. Je disais tout ça tout à l'heure. Donc, c'est pas la peine de retenir sur ça. Donc, il y a la transmission générale de potentiel d'action postsynaptique. Nous avons dit tout à l'heure. Pharmacologie de la jonction neuromusculaire, inhibiteur de synthèse d'acétylcholine, inhibiteur de la recapture comme l'énicodinium. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de retenir tout ça. Inhibition de la libération, inhibiteur de potentiel d'action, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la transmission de signaux anesthésiques locaux, comme la benzocaïne et la chlorpromazine, bloquent les canaux ioniques. Inhibiteur de l'entrée de CA++ par le magnésium. Inhibiteur de fusion membranaire, la toxine botulique par exemple, et le bêta-bengarotoxine, serpent. Les agonistes nicotiniques, bon, c'est pas la peine de retenir vraiment tout ça. Nous avons les antagonistes compétitifs comme le curare et les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Nous avons le néostigmine et le pyridostigmine. Les pathologies des jonctions neuromusculaires, nous avons les syndromes myasthéniques que nous venons de voir en neurologie, les syndromes myasthéniques présynaptiques et postsynaptiques. Nous allons voir ça et le cours sera suivi. Nous avons la myasthénie, syndrome de Lambert-Eaton, le botulisme, le syndrome myasthénique congénitaux et l'intoxication venineuse, le venin, et l'intoxication chimique.
Nous avons les myasthénies auto-immunes, présence d'anticorps anti-acétylcholine, anti-récepteurs plutôt d'acétylcholine, diminution de nombre de récepteurs libres, diminution de l'amplitude de potentiel provoqué normalement, le bloc postsynaptique clinique, fatigabilité de tous les muscles. Traitement, on va donner les anticholinésteratiques. Comme ça, vous allez mieux comprendre toutes les maladies de neurologie. Le syndrome de Lemperre-Ethan, c'est quoi? C'est un syndrome paranéoplasique en cas de cancer bronchique, anticorps anticanocalcique, diminution de l'entrée du calcium, diminution de la libération de l'acétylcholine. Le syndrome myasthénique congénitaux, anomalie des récepteurs, déficit en acétylcholinestérase et anomalie de synthèse de l'acétylcholine. Intoxication venineuse, le venin d'une araignée par exemple, la veuve noire, provoque une libération massive de neurotransmetteurs. Le venin du cobra de Taïwan par exemple, l'alpha-bengarotoxine, est un peptide qui se fixe fortement au récepteur nicotinique postsynaptique. Le botulisme, la sécrétion des neurotransmetteurs dépend de nombreuses protéines situées sur la membrane des vésicules et sur la membrane plasmique. Certaines neurotoxines peuvent bloquer ces protéines. C'est le cas des toxines, la toxine butylique, produite par les bactéries du genre Clostridium botulinum. La toxine butylique est utilisée en thérapeutique pour traiter certaines formes de dystonie focale. En pathologie, elle est responsable de botulisme secondaire à la prolifération anaérobie de bactéries, dont des aliments infectés par la bactérie Clostridium botulinum. Le botulus signifie saucisse en latin, en référence avec les réserves de viande impropres à la consommation. Donc retenez le botulisme. Des fois, il est utilisé comme c'est en général c'est dû aux bactéries, ce qu'on appelle Clostridium botulinum. Des fois, on traite avec l'acide butylique en cas de dystonie focale. Intoxication chimique, un grand nombre de substances chimiques capables de bloquer la jonction neuromusculaire ont été synthétisées initialement dans le cadre de recherches sur la guerre chimique. De nombreux insecticides, des gaz neurotoxiques, dont le gaz moutarde, utilisé lors de la Première Guerre mondiale, le sarin, gaz neurotoxique, les organophosphorés qui sont des inhibiteurs irréversibles de l'acétylcholinestérase. Il empêche la dégradation de l'acétylcholine et entraîne une accumulation d'acétylcholine dans les synapses. Désensibilisation des récepteurs, malgré la présence d'acétylcholine, les canaux sensibles aux neurotransmetteurs se ferment. L'excès d'acétylcholine dépolarise la membrane post-synaptique et la rend réfractaire à toute libération ultérieure d'acétylcholine. Cet état de désensibilisation peut persister plusieurs secondes après le retrait du neurotransmetteur et provoque une paralysie neuromusculaire. Donc, il peut arriver jusqu'au paralysé. Le curare est un inhibiteur de la transmission synaptique qui agit en se fixant sur le récepteur spécifique, bloquant de ce fait l'action normale de neurotransmetteur. Donc, curare va se fixer, lui, sur le récepteur spécifique de l'acétylcholine. La nicotine, les agents qui se lient au récepteur spécifique et imitent les effets de neurotransmetteurs synthétisés naturellement dans les agonistes sont des agonistes des récepteurs. Donc, sont des agonistes des récepteurs. Par exemple, la nicotine, un dérivé de tabac, se lie à certains récepteurs de l'acétylcholine, les muscles qui entraînent leur activation. Les canaux ioniques de muscles sensibles à l'acétylcholine sont ainsi dénommés récepteurs cholinergiques nicotiniques. La seconde catégorie de récepteurs de l'acétylcholine, tels que ceux du cœur, la seconde catégorie de récepteurs de l'acétylcholine, tels que ceux du cœur, présents dans le système nerveux végétatif et le système nerveux central, sensibles à un autre agent, la muscarine, sont quant à ceux dénommés récepteurs cholinergiques muscariniques. Bon, moi, je ne vous demande pas d'apprendre tout ça parce qu'il n'y aura pas vraiment des questions détaillées sur ça. Juste savoir, par exemple, comme quoi la nicotine, c'est un les effets de neurotransmetteurs, qui est un agoniste des récepteurs. Les récepteurs cholinergiques nicotiniques présents dans le système nerveux central sont ceux impliqués dans les effets de la dépendance du tabac. Donc, pour résumer, nous avons partie physiologie et physiopathologie, c'est-à-dire les pathologies de la plaque neuromotrice. Nous avons par exemple la nicotine qui est un agoniste. Les intoxications chimiques, nous avons plusieurs insecticides, les organophosphorés, les sensibilisations et les gaz. Nous avons le botulisme par la toxine botulique ou secondaire à la bactérie Clostridium botulinum.
Nous avons l'intoxication venineuse. Nous avons les syndromes myasthéniques congénitaux, c'est anomalie des récepteurs ou la déficit en acétylcholine ou anomalie de synthèse. Nous avons le syndrome de l'interrétant, c'est un syndrome paranéoplasique dans certains cancers comme le cancer bronchique. Anticorps anticanocalcique, diminution de l'entrée et diminution de l'entrée de calcium et diminution de libération d'acétylcholine. Et vous avez la myasthénie auto-immune, nous avons vu ça, dans le partie neuro, présente d'anticorps anti-récepteurs d'acétylcholine. Voilà, donc c'est ça en général les pathologies de la jonction neuromusculaire. Et je vous remercie.